Je m'appelle Sandrine Buscaille, référente médicale pertinence à la Direction générale de l'offre de soins. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette webconférence dédiée aux soins éco-responsables. Vous êtes nombreux à y participer et nous vous en remercions. Cet événement est co-organisé par la Direction générale de l'offre de soins, l'ANAP et l'assurance maladie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, partageons quelques points essentiels. Présentée par les ministres en mai 2023, la feuille de route nationale Planification écologique du système de santé, actualisée en décembre 2023, prévoit 8 axes, dont l'axe 4 qui nous concerne, transformer et accompagner les pratiques vers les soins éco-responsables. L'enjeu est de faire évoluer les pratiques vers plus de sobriété et de pertinence des soins. C'est une exigence partagée par les professionnels, les patients et les pouvoirs publics. Qu'entend-on par soins éco-responsables ? Selon un groupe de travail national mis en place en 2022, un soin éco-responsable concerne la prise en charge du patient. C'est un soin qui, à qualité, sécurité et pertinence égale, est moins impactant pour l'environnement. Cet impact, pouvant inclure des dimensions économiques et ou sociales, concerne tant la pratique de soins que l'organisation des soins. C'est un soin qui est délivré en établissement, en ville ou en structure médico-sociale. Aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage de professionnels connectés qui auront 3 minutes pour présenter leur initiative. Je serai en plateau accompagnée de 4 spécialistes qui réagiront tout au long de cette webconférence pour donner leur éclairage et répondre aux questions que vous nous avez adressées. Un chat sera ouvert pendant toute la session, uniquement pour répondre à vos problèmes de connexion. Nous ne prendrons pas en revanche de questions supplémentaires. Pour introduire cette webconférence, j'ai le plaisir de donner la parole à Marie Daudet, directrice générale de l'offre de soins, ainsi qu'à Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et nous laisserons le mot de conclusion à Emeline Flinois, directrice générale adjointe de l'ANAP. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été près de 400 à répondre au questionnaire national que nous avons lancé avec l'ANAP et l'assurance maladie en février dernier sur les soins éco-responsables. Et nous vous en remercions. Vos initiatives montrent qu'une dynamique se met en place, que vous exerciez dans le secteur sanitaire ou médico-social, en ville ou en établissement. C'est encourageant. Il s'agit d'une première étape. Vos projets nous donnent désormais une vision plus claire des bonnes pratiques à déployer et des thématiques sur lesquelles un travail collectif sera utile pour consolider, développer et évaluer vos actions éco-responsables. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous compter parmi nous à cette webconférence. Nous aurons le plaisir de vous partager le bilan de ce recensement, d'entendre le témoignage de plusieurs porteurs de projets, dont les bonnes pratiques pourront être inspirantes, et d'en débattre en plateau avec 4 de nos experts. Merci à tous pour votre implication et bons échanges. L'assurance maladie est engagée dans la transition écologique du système de santé à vos côtés et nous vous remercions pour vos contributions. Vous, qui êtes professionnels de santé, en établissement, en ville, au sein de structures d'exercice coordonné, vous nous avez montré qu'un mouvement est engagé parmi les soignants et nous souhaitons soutenir cette dynamique et l'amplifier. C'est pourquoi nous allons travailler ensemble pour permettre une diffusion large de ces bonnes pratiques en faveur de soins plus respectueux de l'environnement. Construire des outils simples, adaptés aux professionnels de santé et garants de la qualité et de la sécurité des soins pour les patients. C'est notre objectif afin que tout professionnel qui le souhaite puisse s'inscrire dans une démarche de soins éco-responsable. Avant de passer la parole à nos spécialistes, nous accueillons Marion Briançon-Marjolais. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes experte à l'ANAP, développement durable. Quel bilan faites-vous des initiatives recensées ? Bonjour Sandrine et bonjour à tous. En effet, je vais vous parler des résultats de l'enquête. Tout d'abord, ils témoignent d'une diversité de l'offre de soins, puisque au niveau des répondants, si on regarde, 65% des répondants et des bonnes pratiques partagées sont issus de la ville et 35% sont issus des établissements sanitaires et médico-sociaux. On voit aussi que l'ensemble du territoire a répondu présent, puisque toutes les régions de France, y compris l'outre-mer, ont répondu et de façon avec une répartition homogène. Cela montre que les soins éco-responsables sont un sujet actuel d'intérêt fort des soignants, quel que soit le secteur d'activité.
Maintenant, si on regarde les résultats, ce qui est intéressant, c'est que ces bonnes pratiques sont aussi déployées à une échelle collective. C'est-à-dire que 60% d'entre vous ont déployé ces bonnes pratiques soit en équipe, au niveau d'un pôle ou au niveau d'un groupement hospitalier de territoire. 40% d'entre vous l'ont fait de façon plus isolée, mais c'est le cas notamment à titre individuel en ville. Ce que ça traduit, c'est des dynamiques d'équipe et donc que ces projets sont aussi des projets fortement fédérateurs. Maintenant, au niveau des impacts, cette enquête nous livre un éclairage précieux sur les démarches. On montre qu'elles sont rapidement possibles en mise en action et que les résultats sont visibles de façon assez rapide également. Par exemple, en termes de chiffres, 40% des bonnes pratiques ont pu être mises en place en moins de 6 mois. Et quand elles sont mises en place, 70% des répondants déclarent qu'elles l'ont été à faible coût. Ce qui est intéressant aussi de ce côté-là au niveau des impacts, c'est que même s'il faut encore améliorer la mesure d'impact, 30% d'entre vous ont déjà évalué l'impact économique et dans ce cas, 70% des réponses montrent que cet impact économique est positif. Tous ces chiffres tendent à montrer que les soins éco-responsables sont accessibles et concrets actuellement dans vos établissements et au niveau de la ville. Est-ce que vous avez identifié parmi les actions éco-responsables des thématiques récurrentes ? Oui, il y a eu plusieurs bonnes pratiques qui ont été remontées sur les mêmes thématiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 différents types. Il y a des fois repenser les bonnes pratiques existantes et il y a après mettre en place des nouvelles bonnes pratiques qui n'existaient pas. Quand on repense les bonnes pratiques existantes, ce qui remonte souvent, ça va être des remontées de bonnes pratiques soit sur la sobriété et la pertinence du soin, soit aussi autour du tri et du recyclage des déchets. Pour la sobriété et la pertinence du soin, par exemple, ça va se traduire avec des réflexions sur le bon usage, sur la lutte contre les gaspillages ou encore sur les réflexions sur l'usage unique, par exemple autour des gants stériles, autour des kits chirurgicaux. Quand c'est au niveau du tri des déchets et du recyclage, là, il va y avoir un sujet central, notamment autour des dasseries ou des filières de médicaments. Pour illustrer les nouvelles pratiques, on peut par exemple parler de l'arrêt des gaz anesthésiants dans les blocs opératoires, qui est un sujet actuel aujourd'hui dans les établissements. Quels conseils issus des initiatives recensées pourraient être utiles aux professionnels qui souhaitent se lancer dans ce type de démarche ? Alors, au niveau des facteurs clés que vous avez identifiés dans les bonnes pratiques que vous nous avez envoyées, vous insistez sur le fait de s'appuyer sur l'existant, de ne pas forcément réinventer les choses et de co-construire cette démarche en équipe, ce qui fait écho au chiffre des 60% de démarches collectives qu'on a vu plus tôt. Et enfin, de s'appuyer sur ces professionnels et ces équipes pour bien les former et communiquer auprès des patients et pouvoir créer cette culture partagée. De fait, les freins que vous faites remonter sont les corollaires, c'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin de se coordonner et d'avoir une communication adaptée avec les salariés et les équipes. Les pitchs qu'on va découvrir vont vous permettre de rentrer un peu plus concrètement dans les résultats de cette enquête et de voir les résultats. Merci Marion. Merci. Découvrons à présent les 4 spécialistes qui m'entourent et qui œuvrent au sein du groupe de travail national sur les éco-soins. Vous avez accepté d'être parmi nous et nous vous en remercions. Je vais à présent vous donner la parole pour vous présenter. Madame. Bonjour, je suis Alice Barra, je suis professionnelle de santé durable. J'accompagne et je forme les professionnels de santé à intégrer la démarche éco-responsable en pratique. Et je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour valoriser toutes ces belles initiatives de terrain. Bonjour, Patrick Pessot, chirurgien digestif aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, président du collectif d'éco-responsabilité en santé CERES et président du comité de transition écologique au sein de la FHF. Bonjour, Patrick Rambourg, je suis pharmacien hospitalier, j'exerce actuellement au CHU de Lille. Je suis également président de la section H, les hospitaliers de l'Ordre national des pharmaciens, et je contribue à un certain nombre de groupes de travail justement sur la transition écologique au sein de cette institution. Bonjour, je m'appelle Alain Olympie et je représente France Asso Santé, la voix des patients, donc qui est l'ensemble des associations agréées du système de santé pour représenter les patients. Maintenant, nous allons entendre 5 professionnels nous présenter leur initiative en établissement et en ville.
Audrey Hinguix, vous êtes pharmacienne en direct depuis le CHU de Clermont-Ferrand et vous allez nous parler de votre retour d'expérience qui vise à réduire les dispositifs médicaux à usage unique au bloc opératoire. C'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc, en effet, l'équipe pharmaceutique du CHU s'est rendu compte en travaillant les besoins en dispositifs médicaux stériles du bloc opératoire qu'il y avait des pistes à exploiter pour réduire et les dépenses et les déchets. Cela relativement à la préparation cutanée de l'opéré, c'est-à-dire la réalisation du passage d'antiseptique qui est requise juste avant un geste invasif. Le contexte dans notre établissement, c'est une procédure d'hygiène qui stipule 2 applications successives d'antiseptiques et celle-ci, jusqu'à présent, était réalisée avec un badigeon en plastique avec un embout mousse, lui-même emballé stérilement dans un blister préformé qui formait la cupule en plastique, le tout jetable. Et l'activité du bloc opératoire est telle sur les 2 sites qui avaient constamment un emplacement palette dédié à ce matériel et bien sûr toutes les tâches de commande et de manutention. Donc, s'il peut sembler évident qu'une pratique de soins plus éco-responsable consisterait à utiliser des pinces de préhension en métal réutilisable avec des compresses et des cupules en métal réutilisables, encore fallait-il l'organiser. L'idée est donc d'ajouter à la composition de conteneurs de chirurgie déjà existants l'ensemble de ces DM restérilisables afin de réaliser le même soin sans engendrer de contraintes organisationnelles ou de coûts de stérilisation supplémentaires. Grâce à la mobilisation de tous les acteurs du circuit, on a pu mener à bien ce projet et je les en remercie. Il y a eu les e-bots d'une part qui ont recensé tous les conteneurs de chirurgie et les instruments nécessaires, les acheteurs qui ont pu faire les études de coûts, il y a eu des commandes de fournitures et enfin l'équipe de stérilisation a pu mettre à jour toutes les compositions de conteneurs et rendre le processus opérationnel. Sur le plan économique et écologique, cela a permis d'éviter l'utilisation de 10 000 badigeons en plastique, leurs cupules et leur emballage, qui représentaient annuellement 450 kilos de déchets et également 15 000 € de dépenses au CHU. Alors que le coût d'achat des instruments fermes était de 2 000 € en une fois. Sur le plan organisationnel, donc, on a libéré à la pharmacie un emplacement palette et allégé évidemment toutes les tâches de manutention qui tournent autour. Ça a aussi libéré de la place au bloc opératoire. On considère ainsi que les critères de qualité des soins sont toujours satisfaits. On répond à la procédure d'hygiène institutionnelle, mais on est moins délétère pour la planète. Et un travail supplémentaire consisterait à travailler avec l'équipe opérationnelle d'hygiène, toujours l'étape de détertion qui précède le passage d'antiseptique. En effet, cette détertion n'est pas censée être systématique. Depuis les recommandations de la SF2H de 2013, mais c'est quelque chose qui représente aujourd'hui 20 000 sets de soins et 23 000 € de dépenses. La suite au prochain épisode. Merci beaucoup Audrey pour cette initiative remarquable. Patrick Rambourg, vous souhaitiez réagir ? Oui, tout à fait. Je considère que revenir à des pratiques simples tout en restant effectivement efficace dans le but recherché et en diminuant effectivement l'impact environnemental, c'est majeur, c'est vraiment très très bien et ça paraît tellement évident. Alors bravo pour cette initiative et pour avoir mis, voire même plutôt remis en pratique, remis en place cette pratique pour la préparation du champ opératoire et puis en plus gagner de la place au bloc opératoire, aux pharmacies, là où on en manque, c'est pas mal. Alors j'en viens à ma question. Dans la fiche que vous aviez présentée là pour cette pratique, j'ai vu que cette pratique justement avait été difficilement acceptée par un certain nombre de professionnels impliqués. Alors je voulais savoir de quels professionnels il s'agissait et puis quelle est la stratégie que vous avez utilisée justement pour les convaincre. Alors, merci pour ce retour, cette question. En effet, pour les utilisateurs au bloc opératoire, comme tout changement, ça a soulevé des questions et des inquiétudes qu'il a fallu traiter avec les acteurs compétents. Par exemple, mais comment allons-nous réussir à laver correctement une cupule qui est colorée par l'antiseptique ?
Mais on doit dire avec du recul qu'à l'époque, la conduite du changement, elle a dû être abordée auprès de chacune des spécialités, les unes après les autres, tour à tour. On a dû voir l'équipe médicale d'une part, puis l'équipe paramédicale d'autre part. Et je dois dire qu'aujourd'hui, comme l'institution se positionne au travers d'un copil structuré qui s'appuie sur des groupes de travail qui nous représentent, on gagne quand même énormément en temps et en pertinence pour aborder ces sujets essentiels. Merci beaucoup. Je crois que Patrick Pessot a une autre question. Oui, alors tout d'abord, félicitations pour cette initiative. Non, j'avais juste une petite remarque d'abord. C'est vrai que c'est pas pour complexifier les choses, mais on se focalise beaucoup sur l'empreinte en gaz à effet de serre. Dès qu'on parle stérilisation, on imagine l'eau. Donc dans les analyses de cycle de vie, il y a 17 items. Donc la question, c'est est-ce que vous avez regardé aussi d'autres items que juste l'impact carbone? Et puis là, vous nous avez dit, suite au prochain épisode, juste peut-être un petit mot. Est-ce que c'est quoi les prochains épisodes? Est-ce que vous avez déjà quelque chose dans votre tête pour la prochaine étape? Merci beaucoup. Alors, merci pour cette question. En effet, on n'a pas fait, je reste très humble sur ce projet, on n'a pas fait d'analyse de cycle de vie complète multicritère. Néanmoins, je tiens à préciser qu'on s'est inséré dans un circuit de stérilisation déjà existant, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé une nécessité de stérilisation supplémentaire. Le conteneur des chirurgies que nous avons mieux complété avec les instruments était déjà en service et de toute façon déjà traité, désinfecté et stérilisé pour la procédure chirurgicale. Ensuite, pour ce qui est d'autres, bien sûr que ce projet en appelle d'autres et c'est encourageant. On a, j'en dirai pas plus, on a un copil qui travaille dessus et on a quand même un énorme travail de priorisation là-dessus. Et en effet, il faudra tenir compte de notre capacité de stérilisation et de tous les impacts éventuels. Merci beaucoup pour cette précision. Passons maintenant la parole à notre deuxième professionnelle, Angélique Alexandre, aide-soignante, accompagnée de Noël Bernard, médecin au CHU de Bordeaux. Vous allez nous présenter la toilette éco-conçue, une toilette adaptée aux justes besoins. Alors, maman d'une famille nombreuse et bénévole depuis 15 ans dans une association de solidarité, l'environnement a toujours été pour moi au sens de mes préoccupations. J'ai proposé à mon équipe et à mon cadre de santé de se re-questionner sur les pratiques à améliorer. Comment faire, quoi faire et à qui s'adresser, dans le but de moins consommer. Comment diminuer les déchets, la consommation d'eau, les usages uniques, adapter le soin à sa juste valeur. Voilà notre projet. D'abord pour les déchets, tout simplement, nous avons diminué et déplacé les poubelles d'asserie pour adapter à leurs bonnes utilisations. Puis pour l'eau, nous avons mis en place des petites bassines de 2 litres pour éviter de laisser couler l'eau pendant le temps du soin. Pour réduire l'usage unique, on a remplacé, quand c'était possible, par du réutilisable. Par exemple, les serviettes de table en papier par des serviettes de table en tissu. Et enfin, nous avons réfléchi comment diminuer la consommation de linge. Avec l'arrêt du systématique, nous avons décidé de changer les draps seulement en cas de besoin. En pratique, avant de démarrer une toilette, nous allons voir le patient afin d'évaluer les besoins de matériel et privilégier l'utilisation de ses effets personnels. Le constat est rapide et sans appel pour les professionnels et très bénéfique. Et pour les patients, le soin devient plus humain. Pour une prise en charge de fin de vie, par exemple, pratiquer des soins de confort avec son propre nécessaire de toilette redonne une sensation de réconfort et familière. Et pour nous, ça redonne du sens à nos pratiques. En repensant le mode de fonctionnement et en arrêtant le systématique, en déterminant plus précisément quelle action à mener, avec une prise de conscience collective, nous allons vers un soin plus durable. Ces actions d'éco-soins mises en place au sein de notre service sont facilement réplicables dans d'autres structures de soins. En se mobilisant avec des petites idées et des petits gestes, nous allons préserver notre système de santé et peut-être notre planète. Oui, effectivement, je trouvais que cette initiative de la toilette éco-responsable est essentielle. Ce sont tous ces petits gestes citoyens qui finalement font des économies à grande échelle au sein d'un hôpital. Docteur Noël Bernard, je vous remercie de nous avoir rejoints. Justement, comment voyez-vous votre rôle
en tant qu'ambassadeur, si j'ose dire, de cette toilette adaptée aux justes besoins au sein de l'hôpital? Alors, je suis copilote du groupe Transformation écologique du CHU et copilote aussi de ce dispositif des unités durables. Et la toilette éco-conçue proposée par Angélique s'intègre parfaitement dans cette démarche. L'idée du dispositif, c'est de partir des propositions, des expériences des acteurs de terrain pour faire mieux, plus écologique, en gaspillant moins, comme l'a expliqué Angélique. Et finalement, ce dispositif va recueillir ces initiatives et ensuite les partager, les diffuser entre les équipes. Et là, par exemple, l'idée est que la toilette éco-conçue apparaisse dans un guide, un recueil des bonnes pratiques, et puisse être partagée par d'autres équipes et donc diffusée dans d'autres unités. Donc, le dispositif va avoir ce rôle à la fois de faire connaître, de sensibiliser les professionnels à ces questions d'écologie, de diffuser les bonnes pratiques, de former. Et là, la semaine dernière, nous avions une formation pour aller chercher d'autres unités et donc aller chercher d'autres professionnels, leur faire connaître la toilette éco-conçue et aller chercher d'autres expériences. Parce que l'idée fondamentale, c'est que si nous devons transformer nos établissements pour qu'ils soient moins impactants, on doit le faire avec les professionnels, puisque ce sont eux qui font ces gestes du quotidien. Donc, on doit juste les aider à faire autrement, comme l'a proposé. La toilette éco-conçue, c'est une proposition d'Angélique. Bien sûr. Alors, et puis merci. Et surtout, ça incite les patients à reproduire ces gestes éco-responsables au domicile, au retour de l'hôpital. Merci à vous, en tout cas. Je vous propose d'écouter Sébastien Ponsonnard, médecin anesthésiste réanimateur à la Polyclinique de Limoges. Votre action soins éco-responsables porte sur l'arrêt d'utilisation du desflurane. Tout à fait. Alors moi, ça fait 15 ans que je n'utilise plus de desflurane et que j'essaye de faire en sorte que mes collègues fassent de même, alors sans grand résultat jusqu'à présent. Le desflurane, c'est un gaz d'anesthésie qui est extrêmement impactant sur le climat puisqu'il a un pouvoir de réchauffement climatique qui a plus de 2500 fois celui du dioxyde de carbone. Et il existe des alternatives moins polluantes en anesthésie générale, en anesthésie loco-régionale. Et pour les halogénés, il y a un autre halogéné qui est moins impactant, qui est le sévoflurane, qui lui a un impact carbone qui est 20 fois moindre que celui du desflurane. Alors, il y a 2 ans, la Société française d'anesthésie a édité des recommandations qui offrent pour décarboner notre système de santé en passant du desflurane vers sévoflurane. Moi, j'en étais très content, mais ça n'a pas été vraiment suivi dans mon équipe. Donc, j'ai dû trouver un autre moyen. Et c'est là que j'ai découvert le convertisseur de l'ADEME. Donc, c'est un outil numérique qui est disponible en ligne et qui permet de comparer les impacts carbone de différents produits. Donc, j'ai analysé nos consommations d'halogénés et j'en ai déduit une économie carbone du passage du desflurane vers le sévoflurane. J'ai réussi à prouver qu'en passant de l'un à l'autre, on épargne à l'atmosphère 444 tonnes équivalent carbone par an dans mon équipe. Alors 444 tonnes équivalent carbone, ça semble beaucoup, mais en fait c'est un chiffre également qui est très abstrait, il ne veut rien dire à personne. Et donc c'est là que le convertisseur ADEME m'a été utile. C'est que 444 tonnes équivalent carbone par an, ça représente un trajet en voiture de 2 042 279 km. Donc là, c'est parlant. Là, on voit bien qu'on fait des kilomètres pour rien et qu'on pollue pour rien. Donc j'ai compilé ces données, je les ai envoyées par mail à mon équipe et nous avons décidé d'un vote. Et le vote a été unanime, on a arrêté immédiatement nos commandes de desflurane. Donc là, pendant 15 ans, moi j'ai fait du lobbying de manière inutile et en un mail, j'avais réglé la situation. Alors, je travaille aussi dans un think tank écologique local qui s'appelle Transition Limousine. La Transition Limousine, on s'est dit que c'était une bonne action, mais que ce n'était pas suffisant. Donc, du coup, on a répété ce travail dans l'ensemble des centres chirurgicaux du Limousin et on a édité un rapport qui est disponible sur le site de Transition Limousine et on l'a envoyé à l'ensemble des départements d'anesthésie et à l'ensemble des directions du Limousin. Ce faisant, 4 mois plus tard, sur les 6 centres qui utilisaient du desflurane, 4 ont arrêté leur commande. Un 5e les a diminués de moitié. Parce que maintenant, on peut dire qu'actuellement, le passage du desflurane vers le sévoflurane en Limousin, ça permet d'épargner à l'atmosphère environ
1200 tonnes équivalent carbone par an. Voilà, donc c'est une pratique qui est intéressante parce qu'elle est facilement reproductible. Parce qu'en fait, globalement, ça ne change rien du tout à notre pratique. Le desflurane, il a un avantage qui est commercial par rapport au sévoflurane, qui est un réveil plus rapide des malades. Mais quand on analyse la littérature, le réveil plus rapide, il n'a pas de pertinence clinique parce qu'on parle de 4 minutes. Voilà. Donc 4 minutes, ça veut dire quoi? Quand je fais l'anesthésie générale, ça veut dire que si je coupe ma cuve d'halogéné de sévorane 4 minutes plus tôt, j'aurai le même effet. Donc en fait, en passant de l'un à l'autre, on change nos habitudes, mais on ne change pas nos pratiques. On ne change pas la qualité de nos pratiques. Donc c'est un excellent moyen de faire l'éco-conception des soins et en tout cas de se mettre à l'œuvre dedans, de rentrer dans une démarche durable parce que l'impact de cette pratique est immédiatement signifiante et immédiatement gratifiante. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience et vos travaux très convaincants pour les équipes. Patrick Pessot, vous souhaitiez réagir? Oui, alors tout d'abord, merci beaucoup et je tenais à remercier, j'allais dire plus largement, l'ensemble de la communauté des anesthésistes et l'ASFAR parce que je crois que vous avez été clairement les pionniers en France à nous alerter sur l'impact de nos soins. Et donc, merci beaucoup et vous avez ouvert la voie à de nombreuses sociétés savantes aujourd'hui. Alors, je trouvais aussi très, très original, justement, cette adéquation entre une quantité qu'on ne voit pas trop ce que ça représente et justement ce trajet en voiture est toujours très pertinent et très marquant. Alors, aujourd'hui, quand même, je voulais vous poser donc du coup 2 questions. Votre société savante, vous l'avez rappelé, a proposé des recommandations. Qu'en est-il de avant et après ces recommandations quand même, comme impact? La deuxième chose que je voulais vous demander, est-ce qu'on a une idée du nombre d'anesthésies en France pour voir un petit peu, parce que là vous l'avez mis auprès de votre établissement ou du Limousin, mais ce que ça pourrait donner au niveau national? Alors, sur les recommandations, globalement, je crois que les recommandations de la SFAR sont plutôt bien suivies. Après, il y a toujours un gap entre le moment où la recommandation est éditée et le moment où elle est pleinement appliquée, parce que ça implique des formations, ça implique d'avoir la disponibilité, ce qui, dans l'état actuel du système de santé français, n'est pas forcément très évident. Donc, il y a forcément un gap. Voilà, je crois que ça avait déjà été évalué et je crois qu'on avait dit qu'il fallait à peu près 15 ans pour qu'une recommandation soit pleinement appliquée. Ça, c'est pour la première donnée. La deuxième donnée, il y a un travail qui avait été publié il y a à peu près 5 ans qui montrait qu'en France, on fait à peu près 12 millions d'anesthésies par an. Voilà. Donc après, effectivement, ça sent beaucoup. Donc le Limousin, c'est une toute petite région. Si on exporte ce qu'on fait, l'abolition du desflurane chez nous à ailleurs, l'impact va être beaucoup plus important. Hein. Il y a plus d'habitants ailleurs. Après, il y a d'autres choses qui agissent. Hein. Il y a d'autres moyens de faire de l'anesthésie générale. Hein. Par exemple, il y a le professeur Zelenskiewicz qui a publié un article en début d'année qui compare les halogénés à l'absence d'halogénés, donc l'anesthésie totale intraveineuse, qui est beaucoup moins impactante sur le climat. On ne parle pas de la biodiversité, on parle du climat. Donc il y a d'autres moyens de faire. Il y a l'alloco-régionale, ça c'est une grosse question. On ne sait pas si l'alloco-régionale est moins impactante sur le climat que sur l'anesthésie générale. Donc voilà, c'est toutes des pratiques. Pour le moment, on manque un peu de littérature pour répondre à ces questions, même s'il semble très évident que l'anesthésie générale conventionnelle aux halogénés, finalement, c'est peut-être la voie à abandonner la plus rapidement, quoi. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. On va juste rappeler que c'est aussi une action dans la feuille de route nationale. Donc, merci beaucoup et bon courage pour continuer à promouvoir ça au sein des anesthésistes. Merci. Une équipe de soins primaires de la maison de santé pluriprofessionnelle d'Urfé, située dans la Loire, a souhaité partager son initiative « Arrêtons de délivrer tous les médicaments prescrits et non utilisés ». Il s'agit d'Emmanuelle Barlerin, infirmière à domicile, et Angélique Sietel, pharmacienne d'officine. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes une équipe de 30 professionnels de santé, une équipe pluriprofessionnelle, puisqu'on retrouve des médecins, des infirmiers, kinés, pharmaciens, pédicures podologues, psychologues, diététiciennes, etc. Et nous travaillons en équipe pluriprofessionnelle coordonnée depuis 2016.
Alors, pour resituer un petit peu le contexte, un jour, Emmanuel est venu me voir et m'a demandé que pourrait-on faire pour éviter de délivrer tous les médicaments qui sont prescrits sur l'ordonnance mais qui ne sont pas utilisés. Et du coup, éviter un stockage inutile dans les placards des patients, du coup, éviter du gaspillage et limiter aussi, par conséquent, les risques d'une automédication non inappropriée. Alors du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que dans notre cabinet déjà, certains utilisaient une façon de fonctionner et d'autres utilisations. Par exemple, certaines mettaient des croix, d'autres mettaient des ronds pour ce qu'on voulait pas. Les autres cabinets de la maison de santé fonctionnaient de la même façon et on s'est dit que ça devait être vraiment ingérable pour la pharmacie, ce qui générait parfois des erreurs. Quand il y avait une croix, c'était ce qu'on voulait pas, mais on avait dans le sachet et l'inverse, était vrai aussi. On s'est dit: «Comment, on va faire pour, améliorer ça et pour avoir une pratique qui soit plus harmonieuse, plus simplifiée et plus efficace aussi, dans notre travail et pour les usagers?» Déjà, il faut savoir que spontanément, nous, au comptoir pharmacien, on s'interroge sur les besoins réels des patients, savoir ce qu'ils ont en stock avant de leur délivrer, les médicaments. Donc on considère, c'est vrai que cette démarche est plutôt vertueuse puisqu'elle est vraiment en lien avec leur consommation, directe. Mais se poser la question, voilà, des patients non autonomes pour lesquels les infirmières et infirmiers libéraux, prenaient en charge, voilà. Donc il était vraiment nécessaire de trouver un fonctionnement, fiable. On s'est dit: «Ben, on a l'habitude de travailler ensemble et comment on fait quand on a des problématiques?» Eh bien, on se réunit, on se met autour de la table et on échange et on rédige des protocoles. Alors des protocoles de soins dans certaines situations ou des protocoles d'organisation qui permettent de sécuriser, la prise en charge, le mode opératoire, qui permettent aussi, de mettre en place, l'utilisation du système d'information quand il est nécessaire, à l'intérieur de ce protocole. Donc, là, c'est le cas et du coup, on est entré, spontanément dans une démarche, de soins éco-responsables qu'à l'époque, on ne savait pas du tout nommer. C'est ça. Alors nous, la démarche, elle a constitué à, donc unifier, en fait, harmoniser nos pratiques, sur les codes qu'on utilisait et donc, on s'est mis d'accord pour utiliser tous le même NPD qui signifie ne pas délivrer, qu'on écrit au crayon effaçable sur les prescriptions en face des médicaments dont on n'a pas besoin au moment de la délivrance. Et du coup, les médecins sont tout à fait, informés de notre fonctionnement. Ils sont même tout à fait, partie prenante puisque eux aussi, estiment que c'est important qu'on se préoccupe, de ce sujet-là, hein, les soins, éco-responsables. Ensuite, on a, vérifié aussi que les usagers étaient, eux aussi d'accord et partie prenante et quand on leur a expliqué la démarche, dans un premier temps, ils ont été un peu surpris qu'on fasse l'état des lieux de leur stock et qu'on travaille un peu différemment. Mais par la suite, ils sont plutôt très satisfaits, de savoir qu'on se préoccupe aussi, de ce domaine-là, à savoir, apporter finalement un service différent pour, mieux consommer, pour apporter, le conseil, pour apporter la démarche, environnementale, économique, sociale aussi et du coup, ils se rendent compte qu'on fait attention à l'argent public, qu'on fait attention à comment, on consomme, qu'on fait attention, comment dire? À leur apporter le bon conseil, de l'utilisation des médicaments puisque c'est des médicaments qui sont conditionnés très souvent dans des boîtes qui ne sont pas adaptées. On a des boîtes qui ont 28 médicaments et dans lesquelles le mois a 31 jours, donc il peut y avoir du stock par rapport à ça et puis il peut y avoir aussi du stock, qui concerne des médicaments de si besoin, au cas où, les laxatifs, les antidouleurs et cetera et en fait, ces médicaments, ils sont pas tout le temps, utiles, dans leur, prise en charge. Mais on sait adapter, on sait les éduquer aussi à l'utilisation de ces médicaments, et tout ça de façon très concertée entre le pharmacien et nous, puisqu'on l'a partagé dans les protocoles et qu'on le partage dans notre pratique quotidienne. Ce qui fait que l'usager, lui, il est très satisfait, de comprendre qu'il y a ce travail pluriprofessionnel qui est partagé. Eh bien, merci à toutes les deux et aussi merci à tous les professionnels de votre équipe pour la dynamique structurante dans laquelle vous êtes engagés. Patrick Rambaud, vous souhaitiez réagir. Oui. Déjà, un message de félicitations pour avoir mis en œuvre cette pratique d'épargne de médicaments avec une véritable réflexion pluridisciplinaire, vous en êtes effectivement l'écho, au sein d'une maison de santé. Les impacts sont bien sûr environnementaux,
sont économiques, vous l'avez souligné, et vous avez également souligné, et c'est très important, c'est aussi un bon moyen de lutte contre l'iatrogénie médicamenteuse. Et c'est important, donc, avec une démarche, on atteint beaucoup d'objectifs à la fois. C'est parfait. Alors, ma question, c'est par rapport à l'adhésion justement au protocole des patients. Est-ce que vous avez une proportion du nombre de patients qui acceptent cette démarche, d'autres qui refusent, et s'ils refusent, ben, pourquoi? Et j'ai remarqué également dans votre fiche que vous aviez 4 médecins dans votre maison de santé et qu'il n'y en avait que 2 qui y adhéraient. Alors peut-être que depuis, il y en a plus. Alors, on s'est mal exprimé. Tous les médecins adhèrent au protocole. On en a 4. Ils adhèrent tous. Simplement, dans ce que vous avez lu, on en a 2 qui ont travaillé sur le sujet. Concernant les patients, je te laisse répondre. Les patients, toi, au quotidien, tu as constaté qu'ils étaient plutôt très adhérents, hein. Effectivement, ils ont vite constaté le gros avantage, justement, de gérer les médicaments, que ce soit pour tous les impacts qu'on a évoqués avant. Le seul frein et bémol qu'on pourrait mettre aujourd'hui en lien avec un sujet d'actualité, c'est la pénurie des médicaments auxquels toutes les pharmacies sont confrontées. Et le risque, c'est que les patients, justement, veulent stocker pour éviter d'être en pénurie lorsqu'ils ont besoin de ce médicament. Parfait, merci beaucoup. Je crois que Alice Barra a également une petite question à vous poser. Oui, déjà, je vous félicite et également pour cette pratique très, très à propos. J'entends que tout le monde est déjà convaincu dans l'équipe, mais j'avais envie de rajouter les chiffres qui sont évalués par l'ADEME. Aujourd'hui, les médicaments non utilisés, c'est près de 18 000 tonnes par an, dont 12 000 tonnes sont incinérées via le programme Cyclamed. Et donc, tous ces médicaments non utilisés, produits pour rien, finalement, c'est, quand on arrive à maîtriser ces impacts, c'est meilleur pour les milieux aquatiques, meilleur pour l'antibiorésistance, meilleur pour la décarbonation du système de santé, puisqu'on sait que les produits de santé ont un impact très important. Et donc, voilà, je vous félicite d'arriver à prescrire, à délivrer moins et mieux. C'est une initiative remarquable. Et j'avais envie de vous poser cette question aussi, puisqu'on a envie qu'elle soit développée, c'est est-ce que votre initiative est valorisable aujourd'hui dans le cadre conventionnel actuel ? Alors, actuellement, non. Elle n'est pas valorisable dans le cadre de la CI pluriprofessionnelle, mais on a bon espoir parce qu'on se dit que vraiment, c'est quelque chose de très important. Et si on a un petit message à passer auprès de l'assurance maladie, la CNAM, ce serait qu'il faudrait encourager les équipes à aller vers la valorisation de ces fonctionnements autour des soins éco-responsables, la meilleure gestion des déchets. Beaucoup de choses, en fait, sont pratiquées par les équipes, mais elles ne sont pas perçues, elles ne sont pas vues, elles ne sont même pas identifiées, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. On ne savait pas qu'on faisait des soins éco-responsables. On l'a identifié après, mais on en est très fiers et on se rend compte que ça a un vrai impact pour tout le monde. Donc, on encourage nos décideurs et nos financeurs à aller dans ce champ-là. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Merci. Et bravo. Merci. Nous terminerons cette séquence avec le témoignage de Vincent Truchot, médecin généraliste, au sein d'une structure d'exercice collectif à Aix-en-Provence. Vous portez l'initiative « Nettoyer au lieu de jeter ». C'est à vous. Bonjour mesdames, messieurs. Donc, je suis Dr Truchot, en effet, j'exerce à Aix-en-Provence et j'essaie d'introduire des soins éco-responsables dans la pratique quotidienne. C'est une volonté qui vient d'abord d'une volonté citoyenne, puisqu'avant d'être médecin, dans ma vie personnelle, j'essaie de mettre en place des actions de développement durable, notamment par l'achat de seconde main, autant que faire se peut, et par l'utilisation de l'économie circulaire, ce qui est également le cas. C'est une pratique également que j'observe dans mon cabinet, puisque j'ai quasiment meublé mon cabinet entièrement en seconde main quand j'ai pu le faire, notamment sur le mobilier. Plus précisément, j'ai mis en place plusieurs actions et 2 dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui. La première est assez simple, c'est le remplacement de mon thermomètre auriculaire par un thermomètre frontal, puisque je me suis aperçu du nombre très important de petits caches qui vient se placer sur le thermomètre auriculaire lorsqu'on prend la température dans l'oreille. J'en ai plus des dizaines en fait chaque jour pour une utilisation d'une demi-seconde. Et je me suis aperçu que finalement, on pouvait obtenir exactement le même résultat qualitatif avec un thermomètre frontal qui était à la fois plus écologique, mais également plus hygiénique, puisqu'il n'y avait aucun contact avec le patient. Donc, ça évitait en plus, limiter les risques de transmission.
Et la deuxième pratique que je souhaitais partager avec vous, en réalité, m'a été soufflée par une de mes remplaçantes, puisque je leur ai expliqué justement mon mode de fonctionnement à titre personnel et professionnel, la seconde main, l'utilisation du thermomètre frontal à la place auriculaire. Donc on a échangé là-dessus. Et une de mes remplaçantes m'a dit qu'elle arrêtait de mettre systématiquement des draps d'examen sur les tables d'examen. Et en effet, elle me l'a justifié par le fait que finalement, les patients, lorsqu'ils étaient auscultés, habillés, ce qui était la plupart du temps, le cas sur des consultations de médecine générale, il n'était pas vraiment nécessaire de changer de drap puisque les patients s'asseyaient sur les mêmes chaises, y compris dans la salle d'attente ou dans le cabinet, et ça ne posait pas de problème d'hygiène, et donc on ne voyait pas la différence sur une table d'examen. Et effectivement, j'ai trouvé la réflexion très pertinente, et donc j'ai adopté cette pratique également, c'est-à-dire que je ne pose des draps d'examen que si le patient a le contact dermatologique de sa peau entre lui et la table d'examen. Merci beaucoup, Vincent Truchot, pour l'exposé de ces deux actions. Alice Barra, je crois que vous aviez une question à poser. Oui, d'abord une réaction pour vous féliciter pour cette démarche qui est mise en place de manière transversale. Donc ça, c'est finalement une pratique qui est pleine de bon sens. La question du drap d'examen se pose systématiquement, on va dire, en soins primaires. Et donc c'est important de la cadrer avec les recommandations professionnelles et d'éviter les fausses bonnes idées. Et donc moi, je pense que c'est intéressant, surtout quand on est en pluripro comme ça, d'avoir un arbre décisionnel pour savoir quand est-ce que je mets un drap d'examen, quand est-ce que j'en mets pas. Et puis ensuite, quand j'en mets pas, est-ce qu'il faut que je nettoie, que je désinfecte ma table d'examen, donc toujours pour avoir le meilleur confort et puis la qualité et la sécurité des soins. Si je dois désinfecter, donc s'il y a un acte invasif ou des fluides biologiques, je dois le faire bien sûr avec un désinfectant qui répond aux normes médicales. Ensuite, vous parliez aussi du matériel à usage unique. Donc là, pareil, la recommandation, c'est éviter la fausse bonne idée de réutiliser du matériel à usage unique. Donc vous êtes passé à autre chose et donc finalement, ça règle le problème. Mais quand il y a un 2 barré sur nos consommables ou nos dispositifs médicaux, ça veut bien dire qu'il ne faut pas les réutiliser. Et puis aussi, j'avais envie de rebondir sur la communication qu'on peut faire aux patients. De ce choix de mettre un drap d'examen ou pas, parce qu'il y en a certains qui peuvent être étonnés ou choqués, ou peut-être qui considèrent que le médecin est radin. En fait, c'est vraiment important de l'intégrer dans cette démarche de santé, donc de rappeler que ça va avoir des co-bénéfices aussi pour la santé publique. Voilà, et puis donc bien sûr de le préciser, donc justement avec cet arbre décisionnel, ça va nous permettre de montrer qu'on a cadré le mode opératoire et qu'il n'y a pas de faute d'asepsie ou une mauvaise considération de la qualité ou du confort pour le patient. Et j'avais envie de vous poser cette question-là, justement, est-ce que vous avez eu des réactions de la part des patients par rapport à cette proposition ? Non, absolument pas. Concernant le thermomètre frontal, les patients, ils sont habitués. Alors, c'est vrai que la réaction qui n'a pas été verbalisée, mais que j'ai pu lire dans le regard, c'est parfois une incompréhension lorsqu'on approche un objet donc contre le front, parce que quelque part, on transgresse un petit peu la sphère personnelle, même si on s'y attend en tant que patient en allant chez le médecin. Donc, je préviens toujours le patient de toute façon de tout ce que je fais. Et en particulier, quand je prends la température, je leur dis « je vais prendre votre température ». Donc, comme ça, ils ne sont pas surpris. Voilà. Mais après, du point de vue hygiénique, évidemment que là-dessus, je n'ai pas eu de réflexion. Je ne vois pas trop d'ailleurs laquelle on pourrait avoir. Et quant au drap d'examen, non plus. Je n'ai eu aucune réflexion. Personne ne s'est jamais étonné ou offusqué de ce qu'on ne met pas de drap d'examen. Donc voilà, si c'était le cas, à ce moment-là, j'expliquerai pourquoi. Mais pour l'instant, je n'ai eu aucune réflexion de cet ordre-là. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Merci encore. Merci à vous. Merci. Et merci pour l'information du 2 barré, j'ignorais. Eh bien de rien, il n'y a pas de quoi. Avec plaisir. Nous enchaînons avec notre dernière séquence. Vous avez été nombreux à nous poser des questions en vous inscrivant à cette webconférence. Voici quelques-unes d'entre elles qui vont faire l'objet d'une réponse par nos spécialistes. C'est à vous, Alice Barras. Merci.
Merci. Oui, on a une question récurrente qui était par où on commence, comment on emmène l'équipe, donc plutôt axé pour les soins primaires et les structures d'exercice coordonné. Donc moi, j'ai quelques éléments de réponse qui sont très personnels. Je pense que dans un premier temps, c'est intéressant de repérer les différentes pistes d'action, les grandes thématiques et à laquelle nous sommes là ou le plus sensibles. Ensuite, parmi les actions et selon mon contexte, parce qu'il n'y a pas une démarche, mais des démarches, je dois construire la démarche qui me ressemble, je vais pouvoir définir une feuille de route. Et donc, selon ce contexte, ma profession, laquelle représente le plus gros impact en lien, donc les produits de santé pour les médecins, par exemple, les transports pour les soins primaires non prescripteurs, et puis repérer les organisations, les sites ressources qui ne présentent pas de conflit d'intérêts, bien sûr, pour pouvoir me former et m'informer, puisque la démarche de soins éco-responsables ne s'improvise pas. Donc sur des questions très spécifiques comme la gestion des déchets, la prescription éco-responsable, la sobriété chimique, notamment l'entretien et la désinfection des dispositifs médicaux, il faut réussir à trouver donc ces ressources. Et la bonne nouvelle, c'est bien sûr qu'il y en a de plus en plus. Donc des ressources, des formations en accès libre, notamment grâce aux initiatives portées par les URPS, par l'assurance maladie. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de ressources et de formations en accès libre, notamment portées par les URPS ou l'assurance maladie. Et puis pour motiver l'équipe, développer sereinement cette démarche, reconnaître tout simplement que la démarche est ancrée dans nos valeurs de professionnels de santé. Prendre soin de l'environnement, c'est prendre soin de la santé de chacun. Et puis valoriser les co-bénéfices, qu'ils soient écologiques, sanitaires et sociaux, et puis bien sûr économiques, pour aussi engager les plus récalcitrants. Donc voilà, bonne démarche. Je peux rajouter un petit mot peut-être pour les équipes d'établissement. L'idée, c'est de créer un groupe de personnel pluriprofessionnel, pluridisciplinaire, initialement motivé, qui va être le ciment de la démarche. Et à partir de là, leur donner la main pour proposer des initiatives. Commencer par ce qui est déjà simple à faire, visible, et d'agréger comme ça autour l'ensemble des équipes. C'est un peu ce qui a été fait au sein du bloc opératoire pour pouvoir développer ce projet qui est aujourd'hui complètement à la main des professionnels, qui est leur projet et qui est très valorisant et très valorisé. Merci Patrick Pessot, c'est très clair. Alain Olympie, vous souhaitiez réagir? Oui, je vois beaucoup de questions sur comment impliquer les patients. Alors, il est évident que quand on arrive à l'hôpital, ce qu'on demande le plus, c'est le bon soin. Donc, comment parler d'éco-responsabilité autour de la toilette? Moi, j'y vois vraiment, dans le dialogue entre les soignants et le patient, je vois un bon moyen, justement, de faire le lien entre le domicile et l'hôpital. De rappeler au patient que ces bons gestes ou ces petites choses qu'il va apprendre à l'hôpital ou qu'il va mettre en exercice à l'hôpital, il peut le répéter chez lui, donc économiser l'eau, etc. Donc je pense que c'est un bon moyen de faire le lien entre l'hôpital et son domicile. Et quelque part, le sécuriser, de dire qu'il y a un retour, donc c'est une démarche optimiste pour moi et surtout éco-responsable. Donc je vois vraiment une bonne occasion pour justement sécuriser le patient, le mettre justement, le tranquilliser sur ce séjour à l'hôpital en le projetant sur ce retour à domicile plus tranquille et surtout éco-responsable. Merci Alain Olympie. Le point de vue du patient est très important. Patrick Rambourg, oui. Pour terminer. À propos du médicament, 2 leviers existent pour faire baisser effectivement l'émission des produits polluants. Un, améliorer les conditions de production. Deuxièmement, diminuer la consommation. La diminution de la consommation contribue également à d'autres objectifs, tels que la réduction des risques iatrogènes, et peut contribuer aussi à trouver des ressources pour limiter les pénuries en médicaments, ce que nous connaissons aujourd'hui actuellement. Actuellement, les MNU, pour revenir à ces médicaments non utilisés, doivent en officine passer par le circuit cyclamètre. Donc ils sont récupérés, ils sont ensuite détruits complètement. À l'hôpital, nous avons un autre circuit, le circuit qui consiste à récupérer effectivement les médicaments qui viennent des unités de soins,
à pouvoir effectivement les trier en fonction des éléments que nous avons pour pouvoir les récupérer. Est-ce que le conditionnement primaire est intact? Est-ce que les médicaments ont encore des informations complètes et lisibles qui les concernent? Ça sont des vraies questions. Et donc après, nous récupérons ces médicaments, nous les remettons en stock et donc nous les réemployons. Et aujourd'hui, on peut se poser la question sur la ville, et vu la quantité de ces médicaments non utilisés, peut-être, d'avoir un circuit de récupération et de réemploi. Peut-être est-ce là une réflexion effectivement à avoir. Donc, réflexion importante pour limiter le gaspillage, pour limiter également tous les effets iatrogènes liés aux médicaments. Merci. Eh bien, merci à tous les quatre pour votre éclairage précieux. Merci à tous les professionnels pour vos témoignages inspirants. Et merci à tous pour votre implication. Et nous allons laisser le mot de la fin à Emeline Flinois, directrice générale adjointe de l'ANAP. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été plusieurs milliers à vous inscrire à cette webconférence sur les soins éco-responsables, preuve de vos attentes importantes sur cette question. Nous espérons, avec les équipes de l'ANAP, de l'assurance maladie et du ministère de la Santé, que cette webconférence a pleinement répondu à vos attentes. Aujourd'hui, ce sujet est majeur. N'oublions pas que les médicaments et les dispositifs médicaux représentent plus de la moitié de l'empreinte carbone du secteur de la santé. En agissant, en se saisissant d'un soin éco-responsable, en le mettant en place dans votre établissement, dans votre cabinet, dans votre structure, vous contribuez à faire du secteur de la santé un secteur plus vert, plus respectueux du coup des ressources environnementales. Merci donc à l'ensemble des professionnels qui ont choisi du coup de nous partager ces bonnes pratiques, de nous partager leurs expériences et d'avoir pu les partager aujourd'hui. On vous donne rendez-vous dès maintenant sur notre site internet où vous pouvez retrouver l'ensemble de cette webconférence en replay. Nous allons également mettre à disposition une réponse à l'ensemble des questions que vous avez pu poser tout au long de cette webconférence afin d'y apporter les réponses utiles. Et nous allons développer la plateforme des bonnes pratiques organisationnelles de l'ANAP avec une rubrique spécifique autour des soins éco-responsables. Cette plateforme des bonnes pratiques, qui a été ouverte il y a un peu moins d'1 an maintenant, sous un format collaboratif, donc vous pouvez déposer votre bonne pratique autant que vous le souhaitez, elle a été consultée plus de 50 000 fois depuis son ouverture. L'ensemble des bonnes pratiques qui ont été exposées aujourd'hui, vous pourrez donc les retrouver dès à présent sur cette plateforme. Et nous allons continuer avec l'assurance maladie et le ministère de la Santé de développer et de déposer de nouvelles bonnes pratiques sur cette plateforme. L'ANAP va continuer l'ensemble de ses travaux et sa mobilisation auprès de vous, professionnels, sur la mise en œuvre de la feuille de route sur la transition énergétique et écologique en santé. Pour vous y retrouver sur l'ensemble des outils, actualités, événements que nous pouvons vous proposer sur ce sujet, je vous donne 2 conseils. Le premier, c'est de vous abonner à notre newsletter directement sur notre site internet. Le second, c'est de pouvoir nous suivre sur notre compte LinkedIn où vous retrouverez l'ensemble de nos actualités. Merci à toutes et à tous.